Bonjour. Mesdames, Messieurs, chers collègues, c'est avec une émotion et un plaisir qu'une année et demie d'absence physique rend particulièrement prenant que je vous retrouve ici, aujourd'hui, à l'occasion de ce colloque sur le thème de 2 siècles de relations entre l'Europe et la Turquie, dont le titre rappelle étrangement l'intitulé de mon cours. Toutefois, je dois vous avouer que l'émotion l'emporte un peu sur le plaisir lorsque je me rends compte que j'entame aujourd'hui la 5e et dernière année de ma chaire internationale d'histoire turque et ottomane au Collège de France. Sic transit gloria mundi. Les habitués de mon cours savent que j'essaie, dans la mesure du possible, de donner à chacune de mes leçons un titre à la fois concis et évocateur. Pour cela, j'ai souvent recours à des allusions ou à des jeux de mots qui me paraissent aguichants et de circonstance. J'imagine que cela fait partie de mon éducation française, de ma culture française. Nous savons à quel point celle-ci est friande de ce genre d'exercice. En revanche, j'ose espérer qu'en pratiquant ce sport, je ne tombe pas trop souvent dans l'excès, notamment dans la gratuité et la facilité du jeu de mots pour le jeu de mots, au détriment d'un véritable rapport avec le sujet traité. Dans ce cas particulier, je pense que tout le monde aura remarqué l'allusion, guère subtile, à la célèbre chanson que Serge Gainsbourg écrivit en 1967. Avant d'expliquer et de justifier ce choix, je tiens à souligner qu'il se veut aussi un hommage à l'un des grands noms de la culture française et à tous ceux et celles qui participèrent à l'un des moments forts d'une période fascinante dont beaucoup d'entre nous se souviennent encore avec émotion. Évidemment, plus que la nostalgie des 30 Glorieuses ou de mai 68, c'est dans l'énoncé si surprenant du titre de cette chanson que j'ai trouvé une notion, un état d'âme qui me paraissait décrire presque à la perfection un des aspects les plus frappants du sujet que je me proposais d'aborder. Je t'aime, moi non plus. Une contradiction, une antinomie, pour reprendre le terme utilisé par Orhan Pamuk dans le titre de sa communication, qui paraît irrationnelle, illogique, impossible, voire psychotique. En effet, je persiste à croire qu'il s'agit là d'un élément clé susceptible de nous aider à comprendre la nature complexe des relations entre la Turquie et l'Europe et surtout leur évolution extrêmement mouvementée dans le temps. Certes, je ne suis ni le seul ni le premier à avoir utilisé cette formule pour parler des relations de la Turquie avec l'Europe. En mars de cette année, Jean-Marc Four et Franck Ballanger signaient un reportage sur France Culture intitulé « La France vue de Turquie, je t'aime, moi non plus ». En février 2020, l'association Les Turquoises avait organisé une série de rencontres-débats portant le titre de « Je t'aime, moi non plus ». Panorama des relations franco-turques d'hier à aujourd'hui. En novembre 2016, Murat Gazli expliquait sur le site de la radio et télévision turque que l'Europe, je cite, « l'Europe joue avec la Turquie, c'est un peu « je t'aime, moi non plus ». En août 2014, Euronews publiait un article sur les relations Union européenne-Turquie, « Je t'aime, moi non plus ». C'était à peu près le même titre qu'utilisait en juin 2013 déjà Béchir Lakhani dans L'Économiste maghrébin, et en avril 2007, Yves Bourdillon donnait le titre de Turquie-France, je t'aime, moi non plus, à un article paru dans Les Échos. Et vive Google. D'ailleurs, cette allusion voyage fort bien au-delà de l'Europe et de la France. En décembre 2020, Coşkun Doğan utilisait la même formule pour parler des relations entre la Turquie et Israël. En novembre 2019, Gérard Merjanian titrait « Turquie, je t'aime, moi non plus » dans les chroniques diplomatiques pour parler des relations turco-russes. En janvier de la même année, la question syrienne faisait dire à Pierre Barbancé de l'Humanité « Russie-Turquie, je t'aime, moi non plus ». Un titre presque identique à celui que mon ami Gaïtz Minassian utilisait dans Le Monde en août 2016. J'en passe et des meilleurs. La liste étant longue, je vous en épargne la suite.
J'en tirerai deux conclusions. Premièrement, que le titre de la chanson de Gainsbourg fait désormais partie des lieux communs de la culture française et francophone, particulièrement lorsqu'il s'agit de décrire un rapport difficile, ambigu, volatile et souvent passionnel. Deuxièmement, que les relations de la Turquie avec l'Europe, mais pas seulement, font partie du registre des phénomènes qui collent parfaitement avec le sens donné à cette formule. Il s'ensuit évidemment un risque très réel de manque d'originalité, voire de banalisation propre aux lieux communs. C'est vrai, mais je persiste à croire que certains clichés sont tellement puissants et cohérents qu'il paraît difficile de les éviter et dommage de s'en passer. Après tout, on ne se lasse pas d'une bonne chanson. Je dois par ailleurs me prémunir contre ceux qui m'accuseraient de déterminisme ou de réductionnisme. Lorsque je dis que les relations entre la Turquie et l'Europe ont de tout temps été marquées par une dimension affective, il va de soi que je ne prétends pas que ces rapports ne peuvent s'expliquer de manière rationnelle. De même, loin de moi toute prétention que cette dimension affective est propre et unique au tandem Turquie-Europe, c'est le terme qu'utilisera Seyfettin Gürses un peu plus tard, et que d'autres couples en sont exempts. Mon argument est plus nuancé et ciblé, tout en reconnaissant que les relations internationales, fort heureusement d'ailleurs, dépendent essentiellement de calculs et de négociations tout à fait rationnels. Je constate que ceux-ci sont souvent influencés, traversés, modifiés, voire contrariés par des facteurs bien moins rationnels que je conviens d'appeler affectifs ou émotionnels. Or, il me semble justement que dans le cadre de la Turquie et de l'Europe, la part de cet élément acquiert souvent une importance telle qu'il lui arrive de l'emporter sur ce qu'on est tenté d'appeler le bon sens. Permettez-moi par ailleurs d'ajouter que ma définition de l'affectif et de l'irrationnel est assez vaste pour inclure des phénomènes profondément ancrés dans la culture et qui vont bien au-delà d'un engouement momentané ou de brusques sautes d'humeur. En effet, j'inclus volontiers dans cette catégorie la religion, le nationalisme ou même l'orientalisme dont on peut facilement imaginer qu'ils ont joué ou qu'ils jouent encore un rôle déterminant dans le sujet qui nous occupe. Un dernier point me paraît mériter une clarification. Peut-on raisonnablement considérer la Turquie et l'Europe comme deux entités cohérentes et significatives sur une aussi longue durée que les 2 siècles annoncés dans le titre de ce colloque? Dans le cas de la Turquie, je me suis bien trop souvent insurgé contre l'amalgame facile avec l'Empire ottoman, point commun du nationalisme turc et de l'orientalisme européen, pour accepter aveuglément un intitulé aussi vague et ambigu qui pourrait aller dans le même sens. La même observation vaut aussi pour l'Europe, dont les transformations pendant ces 2 siècles interdisent toute comparaison fiable entre des périodes extrêmement diverses. D'ailleurs, il suffit de se pencher sur un passé bien plus récent pour se rendre compte de la rapidité avec laquelle des notions qui nous semblent cohérentes et homogènes se révèlent bien plus instables et volatiles. En effet, comment ne pas s'étonner devant la différence entre l'Europe euphorique du tournant du millénaire et celle d'aujourd'hui, souvent sclérosée, parsemée de doutes et d'inquiétudes? N'en va-t-il pas de même de la Turquie d'Erdogan, dont la première décennie semblait portée par une volonté d'intégration et d'ouverture, tandis que les 10 dernières années ont été marquées par une dérive autoritaire islamo-nationaliste, j'emprunte le terme au titre de la présentation d'Ahmet İnsel, et un éloignement sensible du camp occidental. Tout cela est indéniable, mais d'un autre côté, il est bien difficile, voire impossible, de faire le grand écart sur 2 siècles sans se permettre quelques libertés. Après tout, si l'objectif est d'analyser un processus historique et d'en étudier les continuités comme les ruptures, s'il s'agit d'identifier une tendance qui nous paraît expliquer certains phénomènes sur la longue durée, il me paraît légitime de sacrifier un peu de la rigueur que requiert le
traitement de certains termes et catégories usuelles, à condition d'établir un équilibre raisonnable entre prudence et souplesse. De toute façon, vous aurez certainement remarqué que c'est là un danger qui menace plus l'historien que je suis et que mes invités qui traiteront plutôt de questions contemporaines, ancrées dans le présent et dans le passé récent. Je rebondirai sur cette subtile transition pour couper court à mes anxiétés d'historien et présenter les 4 collègues et amis qui m'ont fait l'immense honneur d'accepter mon invitation à venir parler et débattre devant vous. Ils représentent chacun une discipline différente et par conséquent traiteront de la question sous un angle distinct. Nilüfer Göle, à ma droite, qui à elle toute seule représente la parité du panel, de l'École des hautes études en sciences sociales, sociologue, a choisi le sujet de la reconversion de Sainte-Sophie et du désamour avec l'Europe pour aborder notre thème par le biais de cet événement majeur survenu l'année dernière, vous vous en souviendrez, et dont l'aspect symbolique s'inscrit parfaitement dans la perspective de la dimension affective de la question. Après la pause café, Seyfettin Gürsel, de l'université de Bahçeşehir, à droite de Nilüfer Göle, à Istanbul, économiste, nous parlera de, je cite, « Turquie, Union européenne, un tandem difficile mais inséparable ». Un rappel aussi utile que précieux de la nécessité qu'il y a, malgré toutes les difficultés, d'œuvrer à la réalisation d'un projet turco-européen. Après le déjeuner, nous suivrons l'analyse de, je cite encore, l'erdoganisme, une dynamique islamo-nationaliste anti-occidentale par Ahmet İnsel, à l'autre bout de la table, de l'université Galatasaray à Istanbul, politologue et éditeur, qui nous livrera ainsi une clé de lecture des récentes transformations politiques en Turquie et de leur impact sur les relations avec l'Europe et l'Occident. Enfin, Orhan Pamuk, romancier et essayiste, enseignant à l'Université de Columbia à New York, a choisi de s'attaquer à la question des, je cite, antinomie de l'occidentalisation ottomane et turque, selon une formule qui, tout en rappelant l'ambiguïté et les contradictions qui sous-tendent le titre de ce colloque, promet de nous ramener à la dimension historique que j'évoquerai moi-même lors de mon introduction. Malheureusement, en raison de son programme d'enseignement à Columbia, des conditions sanitaires actuelles et de l'impossibilité de reprogrammer un événement que j'ai déjà dû repousser 2 fois, Orhan Pamuk ne sera pas physiquement des nôtres. Il se joindra à nous par un moyen qui nous est de plus en plus familier, la visioconférence en direct. Et je suis persuadé que la qualité du système de la projection et de son de cette salle atténueront grandement la déception que nous ressentons tous en raison de cette absence. Je me permets de vous rappeler que cette communication se fera en anglais et que des casques sont mis à votre disposition pour profiter de la traduction simultanée qui en sera assurée. La journée se terminera par un débat général entre les participants, mais auquel le public sera aussi invité à participer avec des questions et des commentaires qui seront recueillis dans la salle. Par ailleurs, vous aurez remarqué qu'une durée d'1 heure a été prévue pour chacune des interventions, l'objectif étant d'utiliser une partie de cette durée à des questions que le public pourra adresser à chaud à l'intervenant à la suite de sa présentation. En tant qu'historien et organisateur de cette journée, c'est à moi qu'incombe la dure tâche de retracer l'histoire de ces 2 siècles afin de proposer à mes collègues, ainsi qu'au public, un cadre général de référence. 2 siècles en 20 minutes, une demi-heure, cela demande beaucoup de concision et ceux d'entre vous qui me connaissent doivent sérieusement se demander si j'en suis capable. Pour m'en assurer, j'aurai recours à un exercice dont je suis friand, pas le jeu de mots,
mais celui de la pseudo-statistique. Je me suis ainsi amusé à attribuer à la nature des relations turco-européennes une valeur numérique pour chaque demi-décennie. Voilà. Pour chaque demi-décennie pendant ces 2 siècles, sur une échelle tout à fait arbitraire, allant de +3, excellente, à -3, épouvantable. Je n'ai pas besoin de vous dire à quel point cette quantification est imprécise, arbitraire et subjective. Elle permet néanmoins, malgré tous les risques d'erreur et de distorsion, de se faire une idée de l'évolution de ces rapports sur la longue durée et de déterminer les creux et les sommets d'un parcours très mouvementé. Elle me permet surtout de déterminer quelques moments forts constituant des exemples concrets susceptibles d'illustrer mes propos. J'en ai choisi 10, 4 euphoriques, 4 sombres et 2 moyens, qui formeront ainsi l'ossature de mon survol historique, partant du début du XIXe siècle pour arriver à l'actualité brûlante de nos jours. Premier moment, le creux des années 1820. Particulièrement marqué par un événement crucial de l'histoire ottomane et de ses rapports avec l'Occident, l'insurrection grecque, dont nous commémorons cette année le bicentenaire et qui se transformera en guerre d'indépendance pour donner naissance à l'État grec en 1830, au bout d'une décennie. Un événement politique et militaire, certes, mais tellement profondément ancré dans une logique passionnelle qu'il ne peut en être dissocié. En effet, le philhellénisme, déjà dans l'air depuis quelques décennies, y trouve un terrain fertile, tellement fertile, qu'il finit par en déterminer le cours et l'aboutissement. On se souvient encore de l'engagement idéaliste et romantique de toute une génération en Europe déterminée à libérer le peuple grec de ses chaînes et à jeter les fondements d'un État moderne digne de l'héritage hellène. Delacroix, à gauche, utilise le pinceau pour décrire le martyre de ce peuple. Hugo en fera de même avec sa plume, tandis que Louis Dupré, à droite, dépeint l'héroïsme des fiers combattants de la liberté, malgré le fait qu'il soit allé en Grèce en 1819, donc avant l'insurrection. D'autres, tels Lord Byron, prennent les armes pour se battre contre les Turcs sur le terrain. La dimension émotionnelle de cet engagement sans précédent est évidente, mais il importe surtout de comprendre qu'elle finira par avoir raison de la politique de non-intervention instaurée par Metternich en 1815 et forcera les gouvernements français, britanniques et russes à s'engager dans un conflit qu'ils auraient préféré éviter. Le cours des événements en est sinon changé, du moins accéléré, avec des conséquences désastreuses pour les Ottomans, qui découvrent à cette occasion le poids des sentiments et de l'opinion publique dans la politique européenne. 30 ans plus tard, c'est en sens inverse qu'interviennent les sentiments. Lorsque les massacreurs des Grecs sont soudain promus au rang d'alliés face à la montée en puissance de la Russie. C'est drôle tout de même, s'écrie un fantassin français au milieu, en tenant par la main Johnny et Mustapha, dire qu'on ne parle pas la même langue et qu'on s'entend à merveille. Le conflit lui-même n'a rien de romantique ou de passionnel. Il ne s'agit pas d'une guerre d'indépendance, mais bien d'une des premières guerres mondiales modernes que l'Europe connaîtra pendant encore un siècle, née de considérations géopolitiques et stratégiques tout à fait rationnelles et pragmatiques. Pourtant, l'inclusion des Ottomans lui donne une dimension haute en couleurs, et en sentiments. En effet, les Turcs bénéficient désormais d'une sympathie toute nouvelle
provoquée et portée par les efforts de modernisation et d'occidentalisation entrepris par le gouvernement du sultan. Ce que les Turcs, entre guillemets, ont perdu en exotisme, ils le gagnent par un intérêt croissant pour le potentiel économique et démographique que représente l'Empire pour une Europe en quête d'expansion et d'investissement. Fières et fortes de leur mission civilisatrice, entre guillemets, les grandes puissances sont déterminées à intégrer l'Empire ottoman, même si cette intégration ne doit pas vraiment se faire sur un pied d'égalité, mais par une soumission volontaire aux règles et aux contrôles qu'elles exerceront sur l'homme malade que l'on espère voir entrer en convalescence. Du côté des Ottomans, les émotions sont encore plus marquées. Une élite de plus en plus acculturée s'éprend de l'Occident et s'engage dans une course effrénée vers un progrès qui coûte souvent plus qu'il ne rapporte. On emprunte plus qu'on investit, on bâtit plus de palais que d'usines, l'opéra l'emporte sur l'instruction. C'est bien pourquoi les émotions inverses sont aussi de plus en plus fortes. Ressentiment, animosité, voire haine d'une bonne portion de la population musulmane devant leur empire dénaturé par des pratiques empruntées aux infidèles. Les relations sont au beau fixe, mais elles sont aussi sous-tendues de contradictions et de conflits qui ne manqueront pas de faire surface dans le futur. Une décennie plus tard, nous sommes dans les années 1860, l'Europe et l'Empire ottoman vivent toujours leur lune de miel, du moins en surface. Un des moments les plus marquants est probablement celui de la visite du sultan Abdulaziz à Paris, à Londres et à Vienne. Du jamais vu, qui, à Paris, coïncide avec l'exposition universelle de 1867. Pour les badauds parisiens, c'est un spectacle exotique de plus, même si l'aspect du sultan en redingote et pantalon est plutôt décevant. Sa visite à Londres est elle aussi couronnée de succès et la médaille que vous voyez à l'écran commémorant l'événement, lourde de symbolisme optimiste et amical, représente Britannia à gauche, serrant entre ses mains la main d'une allégorie féminine de l'Empire ottoman ou de l'Orient. C'est à peu près la même chose. Pourtant, au-dessous de cette surface, le climat est bien moins favorable. En Europe, l'enthousiasme de la décennie précédente s'estompe quelque peu au fur et à mesure que l'économie et les finances ottomanes s'essoufflent, en raison d'un surendettement en spirale et de la chute des rendements des capitaux investis. Toutefois, dans le monde des émotions, c'est surtout dans l'Empire ottoman que le vent est en train de tourner. Si pendant son voyage, Abdulaziz reste impassible devant les exploits matériels de l'Europe, c'est en partie pour ne pas déroger à sa dignité de souverain, mais c'est aussi parce qu'il revendique une identité différente de son frère et prédécesseur, dont l'occidentalisme à outrance avait aliéné les masses musulmanes. Il se teinte donc de conservatisme et de ferveur religieuse pour se forger à lui-même et à son empire une identité plus turco-islamique, même si c'est souvent en empruntant des motifs à l'orientalisme, alors très en vogue en Europe. Certains de ses plus virulents opposants, militant pour une constitution et un régime constitutionnel, voient eux aussi dans l'islam le moyen à la fois de museler un souverain aux velléités autocratiques et de tenir tête à une Europe de plus en plus envahissante. D'un certain point de vue, il s'agit là de la naissance de l'islam politique dont le poids idéologique et affectif ira croissant. Après le beau temps, la pluie. Les années 1870 s'annoncent difficiles en raison d'une conjoncture internationale fragilisée par le conflit franco-prussien et une crise financière. L'Empire ottoman chancelle sous le poids de l'endettement excessif
des 2 dernières décennies. En 1875, une demi-faillite déclarée unilatéralement par le gouvernement réduit son crédit à néant, rendant tout nouvel emprunt pratiquement impossible. La crise financière et économique se double d'une crise politique, nourrie par les dépenses incontrôlées de la couronne et une opposition de plus en plus active et de plus en plus répandue. En 1976, Abdulaziz est détrôné par un coup d'État, ouvrant le chemin de la réforme constitutionnelle tant attendue. Cet espoir ne suffit toutefois pas à enrayer la crise, aggravée par la guerre et les insurrections dans les Balkans. L'Europe est inquiète et tente de remédier à tant d'instabilité en accroissant son contrôle sur la Sublime Porte, sur le gouvernement ottoman, provoquant des réactions dans l'opinion publique musulmane. Dans cette situation volatile, la violence avec laquelle les Ottomans écrasent l'insurrection bulgare ravive le spectre des massacres passés. Tandis que Carlyle, l'historien Thomas Carlyle, invente sa célèbre formule de l'épouvantable turc, the unspeakable Turk, Gladstone enflamme l'opinion publique britannique avec son pamphlet sur les horreurs de Bulgarie. L'Empire ottoman devient ainsi la cible d'une opinion publique européenne de plus en plus hostile, qui n'est pas sans rappeler la situation durant la guerre d'indépendance grecque, 50 ans plus tôt. Le Turc, barbare et cruel, ennemi de la civilisation, doit être chassé de l'Europe qu'il a souillée de ses abus pendant des siècles. C'est là le message de Gladstone qui sera souvent repris, notamment par la presse satirique, à chaque éruption de violence dans les Balkans ottomans, ou plutôt de ce qui reste des Balkans ottomans, puisque la Russie s'est chargée de la réalisation partielle du vœu de Gladstone en provoquant l'exode de centaines de milliers de musulmans vers l'Anatolie, dernier refuge devant l'avancée victorieuse, des Russes en 1878. Étrangement, le règne d'Abdulhamid, son successeur, amène une relative accalmie. Je dis étrangement car cette période ne manque ni de violence ni d'abus. Après avoir feint d'embrasser le constitutionnalisme, le nouveau sultan profite de la défaite face à la Russie pour démanteler patiemment les institutions de l'État susceptibles de lui faire ombrage et établit ainsi les bases de son pouvoir autocratique. Espionnage, délation, censure, procès politiques, corruption, réseaux informels, j'en passe et des meilleurs. Pour consolider son pouvoir, il épouse une politique islamiste qu'il renforce d'un usage systématique de son titre de calife. En Anatolie, il attise les tensions entre musulmans et chrétiens et mobilise la masse des réfugiés des Balkans contre les Arméniens dont il craint les demandes d'autonomie et les velléités d'indépendance, provoquant des massacres qui tiennent déjà de la purification ethnique. La presse occidentale dénonce cette violence en le surnommant le Sultan Rouge, le Grand Seigneur, avec un I à gauche, ou le boucher d'Arménie. Pourtant, au-delà de quelques déclarations de réprobation, la politique des cabinets européens reste neutre et ne se laisse pas entraîner par les passions qu'ils déchaînent dans l'opinion publique. Plusieurs phénomènes l'expliquent. D'abord, l'Europe n'est plus ce qu'elle était en 1850, beaucoup plus divisée. Elle est confrontée à une Russie qui soutient son ancien ennemi, et surtout une Allemagne puissante qui se taille une place de choix dans la nouvelle configuration politique. Or, Guillaume II, Wilhelm II, a vu dans l'Empire ottoman un terrain fertile pour ses visées politiques, et Abdulhamid a sauté sur l'occasion de cultiver à droite l'amitié et le soutien de ce nouvel acteur de l'équilibre européen. D'ailleurs, grand stratège de la faiblesse, Abdulhamid sait lâcher du lest lorsqu'il le faut et n'hésite pas à céder Chypre
et l'Égypte à la Grande-Bretagne et la Tunisie à la France. Il a laissé aussi les grandes puissances régler la question de la dette à leur avantage, assurant ainsi une stabilité économique et financière propice au développement des intérêts impérialistes. Enfin, il dispose d'une épée de Damoclès dont il se garde bien de faire usage, mais qui inquiète quand même les empires coloniaux, le panislamisme qu'il prétend pouvoir mobiliser et contrôler en tant que calife. Autant de raisons pour qu'on le laisse tranquille, malgré un actif qui aurait justifié une politique, voire des interventions plus musclées. Il s'agit donc d'un contre-exemple des moments forts dont je parlais, une politique dépassionnée, sans état d'âme, donc rationnelle, ce qui ne la rend pas forcément plus honorable. Si l'Europe ne se soucie guère des abus de l'autocratie hamidienne, elle ne peut rester insensible au retournement soudain de la situation que cause la révolution jeune turque de 1908, qui rétablit la Constitution et, 9 mois plus tard, dépose le sultan, Abdülhamid. L'enthousiasme est particulièrement sensible en France, où les références explicites à la Révolution française flattent l'amour-propre d'une nation qui aime s'imaginer dans le rôle de civilisateur et d'émancipateur du reste du monde. Chez eux, ces mêmes révolutionnaires doivent ajouter un quatrième mot à la célèbre devise de la Grande Révolution, c'est ce qu'on appelle en turc, İhtilal-i Kebir, justice, adalet, afin de la rendre, vous le voyez sur cette petite médaille, afin de la rendre plus compréhensible et attrayante au public ottoman. L'impact du coup de force des jeunes Turcs est ressenti partout dans des villes des Balkans, dans la capitale et dans les grands ports de l'Empire. Dans les provinces plus reculées, il est douteux que la situation ait vraiment changé avec la Révolution. Les massacres de Cilicie de 1909 ravivent le pénible souvenir des violences des années 90 et trahissent la persistance de tensions qui contredisent l'euphorie du bref printemps des peuples ottomans, des grandes villes cosmopolites de l'Empire. De même, la contre-révolution de 1909, d'avril 1909, révèle l'existence d'un clivage profond entre le mouvement libéral et les forces traditionnalistes et islamiques au sein de la population de l'Empire. En Europe, l'enthousiasme d'une partie de l'opinion publique pour la jeune Turquie, comme on l'appelle, n'est pas vraiment partagé par les gouvernements, au-delà de quelques bonnes paroles. L'instabilité du régime et de la situation dans les provinces, notamment dans les Balkans, incite à la méfiance et les dirigeants occidentaux, déjà soucieux des rivalités émergeant au sein de l'Europe même. On est tenté de penser que l'Europe préférait la stabilité et la fiabilité d'une autocratie à la volatilité d'un régime révolutionnaire. Du côté ottoman, la déception est grande et aggravée au lendemain de la Révolution par l'annexion de la Bosnie-Herzégovine par l'Autriche, le rattachement de la Crète à la Grèce, la proclamation de l'indépendance de la Bulgarie et, quelques années plus tard, la perte de la Libye à l'Italie. Le libéralisme s'efface devant la montée en puissance du nationalisme et du militarisme, exacerbé par le désastre des guerres balkaniques. L'Empire aux abois est désormais à la merci d'une dictature qui n'a rien à envier à l'autocratie d'Abdülhamid et qui s'appuie sur l'islam, fortement teinté d'une idéologie nouvelle, le nationalisme turc. L'Europe et l'Occident sont désormais perçus comme un danger. Dédaignés, voire rejetés par la Grande-Bretagne et la France, les unionistes, le nouveau nom des jeunes Turcs, désormais autoritaires, menés par le triumvirat de Enver, Talat et Cemal,
conscients de l'imminence d'une guerre mondiale, ont pour seul recours d'exploiter les dissensions au sein de l'Europe en s'alliant avec l'Allemagne. Ce choix s'inscrit dans une politique qui désigne l'Europe et la chrétienté comme responsables de tous les maux de l'Empire, l'empereur Guillaume s'étant depuis longtemps déclaré l'ami de l'islam et des musulmans. Les ressentiments passés et récents sont ainsi canalisés dans un patriotisme turco-islamique qui prend pour cible l'Occident et sa cinquième colonne, les chrétiens de l'Empire. Ainsi naît un sentiment fait de méfiance et d'animosité que la défaite et l'occupation viendront amplifier et qui reste encore aujourd'hui profondément ancré dans la culture politique turque. L'Europe occidentale, pour la première fois confrontée à une véritable guerre contre les Turcs, n'a guère de mal à puiser dans son répertoire orientaliste pour y trouver tous les clichés et tous les stéréotypes nécessaires pour les diaboliser. Les Ottomans eux-mêmes y contribuent grandement en déclenchant dès 1915 les déportations et les massacres ayant pour objectif l'anéantissement total et systématique de la population arménienne de l'Empire. Des deux côtés, la guerre mondiale constitue un tournant décisif, mais c'est surtout du côté ottoman, que je n'hésiterai plus à appeler turc, que l'impact est le plus fort et les traces les plus profondes. En effet, la Grande Guerre nourrit à la fois les deux principaux aspects du nationalisme turc, la fierté, les Dardanelles, et la victimisation, tout le reste. Sans compter qu'elle peut être agrémentée d'une sauce plus ou moins nationaliste ou islamiste, selon les besoins. C'est ce qui explique qu'elle ait toujours fait partie du capital d'orgueil et de haine mobilisé par le nationalisme turc contre l'Europe. Le kémalisme, dont les principaux acteurs ont personnellement participé au conflit et à la guerre d'indépendance qui l'a suivi, y voyait l'incarnation du combat et de la résistance contre les 7 nations, Yedi Duvel, comme on dit en turc, pour amplifier l'héroïsme de ce combat, qui voulait leur perte. Un siècle plus tard, le même événement, la Grande Guerre, est au centre du récit national de la Turquie d'Erdogan, à cela près que la gloire en revient à des héros ottomans et qu'il s'inscrit dans le contexte d'une guerre sainte, djihad, menée contre une coalition de nations chrétiennes. La résistance nationale qui suit la défaite de 1918 réussit à renverser une situation désastreuse, voire désespérée. En moins de 5 années, Mustafa Kemal Pacha, le futur Atatürk, parvient à fédérer les forces éparses de la résistance pour les mener vers une reconquête de l'Anatolie, dernier retranchement d'un empire vaincu. De la partition imposée par le traité de Sèvres en 1920, un État-nation est né, reconnu par le traité de Lausanne de 1923. Ce redressement rapide est le fait d'un effort guerrier d'une rare efficacité, mais aussi de circonstances particulièrement favorables. En effet, les forces d'occupation britanniques, françaises et italiennes ne s'investissent qu'à moitié dans une tâche dont le coût est certain de dépasser les bénéfices. La Grèce, occupant par procuration, s'engage dans une guerre d'expansion qui dépasse ses moyens et ses convictions. L'Union soviétique offre aux révolutionnaires d'Ankara un soutien qui s'avère précieux. Les puissances de l'entente quittent l'Anatolie sur la pointe des pieds, cédant sans difficulté les territoires revendiqués par le nouveau gouvernement d'Ankara. L'armée grecque s'embourbe en Anatolie et se voit entraînée dans la grande catastrophe, c'est le terme grec, mégali catastrophe, de 1922. Dans les 2 années qui suivent, Ankara chasse le sultan, reprend Istanbul,
se constitue en république et abolit le califat. Cette nouvelle Turquie séduit l'opinion publique européenne par son rôle de victime, ses succès militaires, sa détermination et son engagement dans la voie de la modernité. Il suffit de voir la manière dont l'Allemagne vit la défaite pour se faire une idée du traitement de faveur dont jouit la Turquie. Une grande partie de son prestige revient à son homme fort, Mustafa Kemal Pacha, dont le profil autoritaire, tout à fait dans l'air du temps, se double de deux caractéristiques particulièrement chères à l'Europe: occidentalisation et laïcité. La Turquie est ainsi en passe de devenir un modèle de civilisation pour l'Orient et pour l'islam, capable d'abandonner les symboles et les normes de la tradition pour épouser ceux de la modernité, donc de l'Occident. Alphabet, calendrier, droit commun, costumes, voile, etc. Côté turc, si l'engouement de l'élite pour ce nouveau modèle est puissant, les masses sont généralement tenues à l'écart et doivent se contenter d'obéir aux consignes ou du moins de faire semblant. Par ailleurs, une ambiguïté subsiste dans la perception de l'Occident. Si sa devise, je cite, d'atteindre le niveau des civilisations contemporaines désigne clairement l'Occident, le régime reste bien campé dans une rhétorique nationaliste et anti-impérialiste au relent xénophobe. Un grand saut dans le temps qui trahit mon peu de sympathie pour le XXe siècle, et nous voilà en 2004. Un moment fort, une scène mémorable au Parlement européen, le 15 décembre. Le jour où fut votée et acceptée l'ouverture des négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. On reconnaît au premier plan Daniel Cohn-Bendit, alors député européen des Verts et de l'Alliance libre européenne, qui ne cache pas sa satisfaction de voir la réalisation d'une cause qu'il avait défendue. L'enthousiasme se lit sur les visages, mais aussi sur les feuillets que brandissent les parlementaires, arborant les drapeaux de l'Union et de la Turquie, et oui, dans plusieurs langues, des ya, des yes, des si, des oui, et surtout des evet, en oui en turc. Un détail qui en dit long sur la passion du moment, bien sûr, mais aussi sur son caractère exceptionnel, sur le caractère exceptionnel, voire improbable de l'événement. Sans avoir réalisé une enquête à ce sujet, je doute fort qu'un autre pays entrant ait été accueilli de la sorte, avec des oui dans sa langue vernaculaire, comme on dit. À cette date, l'adhésion était à l'ordre du jour depuis 40 ans, sans succès ni progrès. D'un côté comme de l'autre, personne n'y croyait vraiment. On parle d'insuffisance en matière d'économie, d'organisation, de droit. On parle aussi de différences culturelles en évitant bien de parler de religion. Il est vrai que l'Europe en est encore, dans les années 60, 70, à ses premiers pas. Et pour la Turquie, ce sont avant tout les États-Unis qui comptent. La fin des années 80 change la donne. La chute du mur, la faillite de l'Union soviétique, l'Europe devient dès lors un projet concret, attrayant, une alternative tentante dans un monde dont les repères sont en train de changer. Pour la Turquie, l'Europe devient un objectif prometteur. Pour l'Europe, la Turquie devient une possibilité. Dernier moment, l'année dernière, presque 20 années plus tard, nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation de désamour, pour reprendre le terme qu'utilisera Nilüfer Gölay juste après moi dans quelques instants. Ce dernier creux dans les relations ne date pas d'hier. De certains points de vue, il est contemporain du gouvernement du Parti de la justice et du développement, l'AKP, d'Erdogan, arrivé au pouvoir en 2002 et soupçonné de cacher un objectif islamiste derrière des apparences démocratiques. Dans un premier temps, ainsi que nous l'avons vu,
L'optimisme finit par l'emporter sur la méfiance et un rapprochement très significatif s'opère, même si les obstacles sont nombreux. Beaucoup de questions délicates restent en suspens et freinent l'avancement des négociations. Plus encore, les passions soulevées par la perspective d'une adhésion, même peu probable, déclenchent des réactions pour le moins mitigées, avec des conséquences souvent néfastes. En Europe, l'attitude des pays membres est très inégale. En France et en Allemagne, des considérations électorales incitent les dirigeants à traîner du pied quand ils ne rejettent pas tout simplement une candidature jugée incompatible avec les mœurs et la culture européenne. De son côté, la Turquie, échaudée par des décennies de frustration et toujours prête à se voir victime d'un complot, s'offusque à la moindre critique et au moindre accroc d'un processus qu'elle interprète souvent à sa guise, mettant en avant les avantages économiques et techniques qu'elle pense en tirer, tandis qu'elle minimise les questions de nature politique et juridique qui blessent l'amour-propre national. De toute façon, à partir des années 2010, les choses s'enveniment au fur et à mesure que les deux parties connaissent des difficultés internes. En Europe, la crise de la dette, les désaccords entre certains États, l'élargissement, la crise migratoire, la montée du souverainisme, Brexit, les dérives autoritaires de certains pays membres ont relégué la question turque au second plan d'une actualité fort mouvementée. C'est toutefois du côté turc que les changements les plus radicaux sont intervenus, surtout dans le domaine qui nous intéresse de l'affectif et de l'irrationnel. Les manifestations de Gezi en 2013 et le coup d'État manqué de 2016 ont fourni à Erdogan le prétexte et l'occasion de serrer la vis, tout comme ses tentatives de créer une zone d'influence dans la région et de réaligner la politique turque sur de nouvelles alliances. Il en résulte le régime majoritariste que nous déplorons aujourd'hui, fondé sur une exploitation populiste du nationalisme et de l'islam, des velléités autoritaristes que trahissent des pratiques de plus en plus répandues de censure et de harcèlement à l'égard de toute forme de revendication ou d'opposition, et surtout une polarisation exacerbée des clivages politiques, culturels et religieux de la population, dans l'espoir de maintenir la loyauté d'un électorat conservateur qui s'effrite devant une crise économique et sociale aiguë que la pandémie n'a fait qu'aggraver. Dans cette configuration, l'Occident et l'Europe sont devenus, si vous me passez l'expression, une des têtes de turc du régime qui exploite régulièrement des ressentiments préexistants pour promouvoir l'image d'une résistance héroïque face à un ennemi sans merci qui, depuis des siècles, a juré la perte de la Turquie et de l'islam. Un événement m'a semblé résumer parfaitement la plupart de ces éléments. Le 24 juillet 2020, Sainte-Sophie, utilisée comme musée depuis 1934, fut reconvertie en mosquée lors d'une cérémonie qui avait apparemment pour objectif à la fois de régler les comptes avec le kémalisme et la laïcité, de galvaniser l'électorat islamo-nationaliste et de lancer un défi ou un pied de nez à l'Europe et à l'Occident. Cette image me procure une transition parfaite pour céder la parole à la prochaine intervenante, Nilüfer Gölay, dont la contribution, ainsi que je vous le disais, porte justement sur la reconversion de Sainte-Sophie et le désamour avec l'Europe. Cela étant dit, ainsi que je vous l'annonçais au début de mon introduction, j'ai prévu 1 heure par communication. Je n'ai miraculeusement utilisé que 50 minutes de cette heure.
Je serais ravi de prendre des questions si vous en avez à chaud, sachant que nous avons un débat général à la fin de la journée qui permettra aussi bien aux intervenants qu'au public de revenir sur des questions. Mais s'il y a des points de détail, s'il y a quelque chose qui, en ce moment, vous paraît digne d'être discuté et d'être commenté, je serais ravi de vous passer la parole sous forme d'un micro-baladeur. Nous avons donc une dizaine de minutes que nous pouvons utiliser pour cela.